conclure, de faire le dernier topo. On a un petit peu de retard. Alors, donc, je vais vous parler du syndrome cardio-rénal et comme il y a un petit peu de redondance avec le topo sur l'insuffisance rénale fonctionnelle que je vous ai fait tout à l'heure, il y a des diapositives où j'irai un petit peu plus vite pour s'attarder un peu sur le cas clinique que je vais vous proposer. Donc, le plan qu'on va suivre ensemble. Donc, les définitions ont été un peu précisées ces dernières années, notamment par le groupe de Claudio Ronco, qui, d'une part, a rappelé que le syndrome cardio-rénal, en fait, c'est l'expression du retentissement mutuel de la dysfonction d'un organe sur l'autre, et qui a abouti à une classification assez simpliste, mais qui est, on va dire pédagogiquement parlant, assez utile. Donc on distingue les syndromes cardio-rénaux de type 1 et 2 selon qu'ils sont aigus et chroniques, c'est-à-dire une défaillance aiguë cardiaque ou une défaillance cardiaque chronique avec leur retentissement sur le rein. Et on distingue ces deux types de syndromes cardio-rénaux des syndromes rénaux-cardiaques, où là, au contraire, c'est l'insuffisance rénale aiguë ou l'insuffisance rénale chronique qui vont retentir sur la fonction cardiaque. Je passe sur le syndrome cardio-rénal de type 5, où une pathologie systémique, par exemple le diabète ou une amylose, va retentir de façon parallèle sur le cœur et sur le rein. Alors, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les syndromes cardio-rénal de type 1 et de type 2, dont on va parler ce soir, avec comme caractéristiques qui les rassemblent sur le plan physiopathologique, d'une part, une situation de rétention hydrosodée liée à la décompensation cardiaque, et puis des phénomènes de congestion qui vont tous les deux participer à la physiopathologie de l'insuffisance rénale. Donc, que ce soit l'insuffisance cardiaque aiguë, par exemple au cours d'un choc cardiogénique, d'un OAP hypertensif, une insuffisance cardiaque droite sévère aiguë, ou assez souvent finalement un tableau d'insuffisance cardiaque chronique qui va se décompenser sur un mode aigu, finalement dans ces deux cas-là, on se retrouve avec la même situation physiopathologique, la rétention hydrosodée et la congestion. Alors, rapidement, le pronostic du syndrome cardio-rénal a été étudié par un certain nombre de travaux épidémiologiques. Donc, je vous livre celui-là qui est assez ancien, mais qui indique bien que les patients qui sont suivis pour une insuffisance cardiaque de sévérité relativement marquée, des stades 2 à 4 de la classification NYHA, eh bien, vous voyez que plus la fonction rénale est altérée, plus la survie des patients est raccourcie. Et vous voyez que les patients qui ont moins de 30 millilitres par minute de DFG, finalement, ont une espérance de vie qui est très raccourcie et qui avoisine celui d'un certain nombre de cancers. Alors, est-ce que c'est fréquent? Donc, là, j'ai repris un travail de thèse qui a été effectué par Claire Borny il y a quelques années dans le service et qui a identifié sur 2 ans les différents modes d'entrée aux soins intensifs dans le service. Donc 10% en fait des patients hospitalisés en soins intensifs, en tout cas à Strasbourg, étaient pour syndrome cardio-rénal. Et vous voyez qu'à partir du moment où on est pris en charge en néphrologie, ce qui est déjà un intégrateur de la sévérité de la situation, eh bien la mortalité est élevée puisqu'on avait un tiers de décès. Les mécanismes. Alors, premier mécanisme, la rétention hydrosodée. Pourquoi la rétention hydrosodée? Je vous rappelle que selon les phénomènes étudiés par Frank Starling, eh bien, ce qui permet à l'insuffisant cardiaque, dans un premier temps, de maintenir son volume d'éjection systolique, c'est avant tout d'augmenter ses pressions de remplissage, donc sa pression télédiastolique du ventricule gauche, et ceci se fait grâce à une augmentation de la rétention de sel et donc d'eau. Alors, tout va bien dans un premier temps pour l'insuffisant cardiaque, donc il maintient son volume d'éjection systolique, mais à un moment donné, la situation est dépassée, il retient trop d'eau et de sel, et il se trouve complètement désadapté, et c'est à ce moment-là qu'effectivement, la déplétion sodée sera intéressante pour le ramener sur cette courbe d'adaptation en rose à gauche.
Donc le deuxième élément physiopathologique important, et à mon avis qui est encore plus important à comprendre parce qu'il y a une traduction clinique et thérapeutique, c'est le rôle de la congestion veineuse. Donc je vous rappelle qu'en fait, il y a un lien entre la pression qui règne dans l'oreillette droite et puis la pression dans la veine rénale. Ceci a été étudié il y a déjà très longtemps sur des chiens, mais également chez des hommes, chez des patients insuffisants cardiaques. Et vous voyez que globalement, dans cette étude, on a considéré qu'il y avait à peu près une différence de 60 mm d'eau, 6 cm d'eau, entre la pression dans l'oreillette droite et dans la pression dans la veine rénale. Et donc ceci nous ramène à un concept extrêmement simple mais important, qui est celui de pression de perfusion rénale. Comment définir la pression de perfusion rénale de façon simple? Eh bien, c'est la différence entre la pression systémique, qui règne donc au niveau artériel, donc la pression artérielle moyenne, moins la pression veineuse rénale. Et donc cette pression veineuse rénale, on est capable de l'évaluer à la fois de façon précise si on fait un cathétérisme, mais également de façon très simple sur le plan clinique, si on examine bien les patients, on recherche un reflux patho-jugulaire, ou si tout bonnement ils ont déjà spontanément une turgescence jugulaire. Et donc 60 mm d'eau, ça fait à peu près 40 mm de mercure. Et donc globalement, si vous avez la pression dans l'oreillette droite, vous rajoutez 40 mm de mercure, et vous pouvez calculer en fait votre pression dans l'artère, votre pression de perfusion rénale. Alors pourquoi tout ça? Parce que en fait, la pression de perfusion rénale va, au cours de l'insuffisance cardiaque, notamment s'il y a des signes droits prédominants, va diminuer, la pression artérielle moyenne a tendance à diminuer, et puis les pressions droites ont tendance à augmenter. Et donc cette diminution de la pression de perfusion rénale a des conséquences, et vous voyez que l'augmentation de la pression dans la veine rénale va d'une part stimuler directement le système rénine-angiotensine et augmenter les résistances intrarénales, et d'autre part, probablement, augmenter la pression interstitielle, augmenter l'œdème interstitiel rénal. Et tout ceci concourt en fait à diminuer la filtration glomérulaire. Alors en pratique, voilà cette patiente qui, comme vous le voyez, a des jugulaires comme des crayons, donc là il n'y a pas de doute, c'est une patiente qui a des pressions droites élevées. Eh bien, sa pression artérielle moyenne était à 81 sur 54 mm de mercure. Donc, sa pression artérielle était mesurée à 81 sur 54, une pression artérielle moyenne à 63. Et vous voyez que globalement, si on estime que ces jugulaires correspondent à peu près à 20 cm d'eau, c'est-à-dire à 15 mm de pression, mais vous voyez que sa pression de perfusion rénale, 63 moins 40 plus 15, est à 8 mm, et on ne s'étonne pas que cette patiente soit en oligorénurie, en grande insuffisance rénale fonctionnelle. Donc à l'arrivée, si on résume la situation de l'insuffisance cardiaque qui est vraiment dans un cercle vicieux, eh bien, initialement on a une diminution du volume circulant efficace qui a pour effet d'une part de mettre en place des systèmes neuro-hormonaux comme la stimulation de l'hormone antidiurétique, du système nerveux sympathique et puis du système rénine-angiotensine, tout ceci concourant à la rétention hydrosodée, et d'autre part, cette diminution du volume circulant efficace est à mettre également en perspective avec l'augmentation des pressions droites et aboutit à la diminution de la pression de perfusion rénale, et tout ceci concourt à l'arrivée à l'augmentation de la rétention de sodium et donc à une dégradation supplémentaire de la fonction cardiaque. Alors je passe rapidement sur ces diapositives puisqu'on en a parlé déjà tout à l'heure de façon détaillée, mais je rappelle qu'à partir du moment où on a une baisse du débit cardiaque, on a une baisse du débit sanguin rénal, on a une baisse de la pression de perfusion rénale, et donc on a une stimulation intense du système rénine-angiotensine intrarénal, et on comprend bien que dans cette situation, et c'est un problème pratique en clinique très fréquent, eh bien si on lève, si on antagonise plutôt cette activation du système rénine-angiotensine avec des IEC ou des ARA2, eh bien on va aggraver de façon très nette l'insuffisance rénale fonctionnelle. Donc c'est un problème puisque les IEC sont quand même une pierre angulaire du traitement de l'insuffisance cardiaque dans beaucoup de situations. Donc, à l'arrivée, quelle peut être finalement
les marqueurs, les indicateurs cliniques du risque d'insuffisance rénale chez les patients insuffisants cardiaques que l'on veut traiter par les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Bon, bien évidemment, en premier lieu, une baisse de la pression de perfusion rénale, donc avec une pression artérielle moyenne inférieure à 80, donc on est déjà largement en dessous de l'autorégulation. Une déplétion de sodée trop marquée, donc les malades sont déjà diurétiques à très forte dose. Une activation neuro-hormonale maximale, et je vous rappelle qu'un bon indicateur de cette activation neuro-hormonale, puisque je viens de vous dire que c'était entre autres la stimulation de l'hormone antidiurétique, eh bien c'est les patients qui ont une hyponatrémie, des œdèmes avec une hyponatrémie. Et puis, si on a le malheur d'avoir des patients qui en plus ont vu leur rhumatologue et qui sont sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est sûr qu'il ne faut pas en rajouter. Le diagnostic, alors naturellement, ce que je viens de vous expliquer va dans le sens d'une insuffisance rénale essentiellement fonctionnelle, liée à une hypoperfusion, liée à la baisse du débit cardiaque et à l'augmentation des résistances intrarénales du fait de l'augmentation des pressions droites. Donc, parallèlement à cette situation d'insuffisance rénale fonctionnelle, il ne faut pas oublier que nos patients insuffisants cardiaques peuvent également avoir des insuffisances rénales parenchymateuses, notamment liées à des nécroses tubulaires aiguës du fait d'une hypotension prolongée, parce qu'ils ont éventuellement bénéficié d'une chirurgie cardiaque, qu'ils ont éventuellement une néphropathie vasculaire préexistante, ce qui va, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, déplacer vers la droite leur courbe d'autorégulation et les mettre en situation d'ischémie rénale pour des niveaux de pression artérielle qui pouvaient être considérés comme acceptables. Et puis également, ils peuvent être traités par un certain nombre de médicaments qui vont éventuellement les sensibiliser à la baisse de pression artérielle et donc à l'ischémie rénale. Alors je vous remontre pas cette diapositive dont on vient de parler et que j'ai commenté dans le précédent topo, mais qui illustre bien que chez l'insuffisant cardiaque, il faut être particulièrement vigilant sur les niveaux de pression artérielle chez les patients qui sont âgés, qui ont des antécédents vasculaires et qui éventuellement vont développer une nécrose tubulaire pour des niveaux relativement modestes de baisse de pression artérielle. Donc là aussi, on en a bien discuté à fond tout à l'heure, et donc il n'y a rien de nouveau pour distinguer l'insuffisance rénale fonctionnelle chez un insuffisant cardiaque d'une éventuelle atteinte parenchymateuse, notamment une nécrose tubulaire à la place de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Et donc j'en viens au traitement. Alors le traitement dans le syndrome cardio-rénal, il a pour objectif de ramener un patient, donc les plus sévères, qui sont froids, donc hypoperfusés et humides, donc en grande congestion, donc grande rétention hydrosodée, donc avec les signes cliniques que vous connaissez et qui sont indiqués à droite, de les ramener sur le terrain chaud et humide, voire chaud et sec. Donc c'est une façon relativement simple de dire que en fait, des malades qui ont des pressions droites élevées, un débit cardiaque effondré, eh bien, il faut, tant que faire se peut, améliorer leur débit cardiaque et puis les dépléter pour améliorer la pression de perfusion rénale en diminuant les pressions droites. Alors, un petit cas clinique de la vraie vie que j'ai proposé à vos aînés lors d'une réunion de la FMC, de la Société de Néphro, et sur lequel tout le monde a beaucoup discuté. Tout ça pour vous dire que même dans les indications thérapeutiques dans la prise en charge des syndromes cardio-rénaux, eh bien, il y a parfois débat, même entre néphrologues expérimentés. Donc voilà, 84 ans, hospitalisé pour syndrome cardio-rénal en médecine. Voilà. Elle n'est pas encore en néphrologie. Prise pondérale 17 kg. Donc elle pèse 82 kg, elle est oligurique, une pression artérielle qui n'est pas terrible, 90/60, antécédent de BPCO, une cardiomyopathie dilatée avec une FEVG inférieure à 30%. Donc plusieurs épisodes antérieurs de défaillance cardiaque, elle est en FA, elle est sous préviscan, vous voyez, bon, le tableau est quand même pas très sexy. Une créatininémie qui était malgré tout à 133 micromoles par litre il y a quelques mois, donc ça se passe au mois de septembre, donc en janvier 2015. Le furosémide, voilà, est quand même prescrit à bonne dose, et elle a également de l'aldactone, et vous voyez que sur le bilan biologique, l'anatrémie est à 134, l'urée est à 29, la créatinine est à 190 micromoles par litre, on a même une gazométrie
et l'hémoglobine est à 13 grammes par décilitre. Alors, question, est-ce que vous arrêtez le bêta-bloquant compte tenu de la défaillance cardiaque? On va essayer d'aller vite. Je vois des noms, intoxiqués par les cardiologues. Ok, alors on n'arrête pas les cardiologues. J'arrête l'anti-aldostérone compte tenu de la valeur de la kaliémie. Bon, elle était à combien la kaliémie? Elle était à 5. Est-ce que vous arrêtez l'anti-aldostérone? Non? Qui l'arrête? Bon, il y a des mains timides qui ne l'arrêtent pas. D'accord? Et donc, il y en a pas mal qui flottent entre les deux. Donc, ok. J'introduis un thiazidique. Oui? Non? Elle est hospitalisée. Allez, de toute façon, je peux vous dire que même chez les seniors, on va dire, il y avait débat. Hein. Donc, vous introduisez un thiazidique, peut-être pas encore, si? J'augmente le diurétique de Lens. Ah, oui, j'augmente. D'accord, je propose en IV même. Je propose de la dobutamine à ce malade hospitalisé. Oui, non? Non. Ah bon? Non. Pourquoi non? Il y a 30% de injection, enfin bon, elle est quand même pas en forme. Hein. Je propose de la dopamine. Bon, naturellement, avec tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, qui m'a posé la question dans le fond, vous allez répondre non. Bon, les messages sont passés. J'ai introduit un bloqueur du système rénine-angiotensine. Qui l'introduit? Les cardiologues derrière, insuffisance cardiaque, ça, il sait, voilà. Donc vous résistez. Ok, vous avez raison. Et je propose une épuration extra-rénale. Alors, on va voir si les jeunes sont plus activistes que les vieux. Qui fait une épuration extra-rénale à cette malade? Jonas, tu fais une épuration extra-rénale. Activiste, Jonas. Je le savais. Bon, ok. Bon, le problème, c'est qu'il faut être cohérent. Si vous voulez augmenter les diurétiques de Lens par voie IV, médétiazide, tout ça, dans ce cas, il faut peut-être commencer par les manœuvres pharmacologiques, puis si ça ne marche pas, voilà. Mais bon, il peut y avoir débat. Bon, voilà les réponses possibles, hein, c'était les miennes, plus celles d'un. Voilà. Donc, bon, globalement, on est à peu près d'accord. Pour l'anti-aldostérone, elle est hospitalisée, quoi. 15 ionos par jour, non, j'exagère, mais bon, voilà, elle est surveillée, quoi. Voilà. Parce que c'est pas mal les anti-aldostérones, hein, quand même, chez ces patients qui ont un syndrome cardio-rénal avec système rénine-angiotensine très activé. Voilà, le thiazidique, bon, oui, pourquoi pas maintenant, pourquoi pas après l'augmentation du diurétique de Lens. Ça, c'est sûr, il faut l'augmenter, passer la voie IV, ça, c'est sûr, avant de passer à autre chose. Et puis, le bloqueur du SRA, on est bien d'accord que c'est pas le moment. Et la dobutamine, bah oui, là, dans la vraie vie, elle a été mise à la dobu. Hein. Et puis, l'épuration extra-rénale, donc là, il y avait débat, il y a des docteurs qui la mettaient vraiment très contre, et globalement, moi, je pense qu'on va y venir tôt ou tard, mais bon. C'est pas un peu paradoxal de laisser le bêta-bloquant et mettre de la dobutamine? Oui, alors, là, j'ai répondu, oui, t'as raison. Oui, j'ai raison. Bon, ça va devant. Hein. Ouais, il a mis une petite dose. Non, mais... s'en fout. J'ai fait le QCM, là, j'ai pas regardé trop près. Là. T'as raison. Jonas, on discutera à la fin. Hein. C'est pas bien de contredire ton patron. Bon. Mais t'as raison. Elle a besoin de dobutamine. Donc dans la vraie vie, moi je n'avais pas vu que j'avais laissé sur la même plaque, mais dans la vraie vie, elle a vraiment besoin d'être plutôt mise à la dopa. Les cardiologues nous laissent les bêta-bloquants le plus longtemps possible, mais là, voilà, tu as raison. Enfin, je fasse attention au prochain QCM. Bon, alors donc là, elle était en médecine, hein, c'est pour ça que ça a flotté, les bêta-bloquants. Ouais. Alors finalement, elle finit par être admise aux soins intensifs de néphrologie. Et là, quand même, les choses vont pas terriblement bien. 80 kg, 750 ml de diurèse. La pression artérielle toujours basse. Et voilà. Et puis en médecine, bah, il avait mis à bumétamide, donc 6 mg par jour, ce qui fait à peu près 250 mg de furo.
l'adobu à 5 gamma kilo-minute. Petite dose, ils n'ont pas résisté, de ramipril, voilà, à 25 mg par jour. Le bêta-bloquant, alors, non, c'est une observation de la vraie vie, hein, j'ai recopié en fait, ils ont laissé le bêta-bloquant avec la dobutamine, et ça a été laissé en fait par la suite. Donc la créatinine est à 197 micromoles par litre, et la question qui est toujours posée, c'est j'augmente le bêta-bloquant. J'augmente le bêta-bloquant, bon alors personne n'est tenté naturellement, j'introduis un thiazidique. On va laisser de côté les bêta-bloquants, on s'en fout. Donc j'introduis un thiazidique. Ce que vous le faites. J'augmente le diurétique de Lens. La dobutamine, on va plus trop y toucher. Elle a des ESV polymorphes, hein, vous avez vu, donc voilà. Je propose de la dopa, toujours pas. J'augmente le bloqueur du SRA. Non. Donc moi je l'arrête. Hein. Et je réintroduis la dactone. Bon, ça c'était la question qu'avaient posée les. C'est pas moi qui avais fait le QCM, mais donc je réintroduis la dactone. Comme je ne l'ai pas arrêté, c'est pas un problème. Et je lui propose une épuration extra-rénale. Et donc à ce stade, est-ce que vous lui proposez une épuration extra-rénale? Elle arrive aux soins intensifs, bourrée d'œdème, etc. La crête est à 190. Oui, non? Toujours pas. Est-ce qu'il y a des Bordelais dans la salle? Parce que j'ai fait la controverse avec mon ami Christian Comte, lui contre l'UF, je suis pour, enfin, bon, voilà. Donc s'il y a des internes de Bordeaux, normalement ils doivent répondre non. Voilà. Alors, bon là on a répondu en même temps. Et donc un petit mot sur le traitement. Là, je ne vous apprends pas grand-chose en vous rappelant que la pierre angulaire du traitement, c'est les diurétiques de Lens, qu'il faut, chez les malades hospitalisés, passer à la voie IV, qu'il peut y avoir débat entre bolus et continu, même si tout le monde pense que en continu, c'est mieux. En fait, il y a un travail publié dans le New England il y a 3 ans qui a testé en fait continu versus bolus et qui a montré qu'il n'y avait pas de différence. Bon. Combinaison de diurétiques, probablement. Les IEC, les ARA2, oui, si la pression artérielle moyenne le permet. Et puis le problème délicat de la résistance aux diurétiques qui va nous faire basculer éventuellement sur les méthodes d'épuration extra-rénale et qui font la force des néphrologues dans ce type de situation par rapport aux cardiologues. Et puis la réduction de la post-charge, bloqueur du SRA, bêta-bloquant, et puis pour les Américains, du BNP. Alors, le vrai problème, c'est la résistance aux diurétiques. Donc comment la définir? À la louche, chez les patients qui reçoivent des doses maximales de diurétiques, à savoir 500 mg à 1 g de furo par jour, pas la peine d'aller au-delà, sauf au risque de les rendre sourds, éventuellement qui ont bénéficié d'un complément par des thiazidiques, voire des anti-aldostérone, vraiment pour annuler toute possibilité de réabsorption et de compensation en aval de la branchage d'ascendance, et qui ont le traitement cardiologique maximal, ça c'est souvent oublié dans la prise en charge de ces patients, eh bien on peut parler de résistance aux diurétiques. Les conditions, c'est pression systémique basse, pression de perfusion élevée, voilà, signe droit important, purgescence jugulaire, et tableau d'Anasac parfois, qui va en fait être responsable d'un syndrome de compartiment abdominal, dont on a parlé déjà dans les 2 précédents tours. Alors, rapidement, la résistance aux diurétiques, il y a un point également qu'il faut avoir en mémoire, c'est que les diurétiques, notamment les diurétiques de Lens, pour arriver à leur point au niveau de l'anse large ascendante, donc sur la partie luminale de l'anse large ascendante, ils ont besoin d'être sécrétés au niveau du tubule proximal. Donc déjà, dans l'insuffisance cardiaque, ces diurétiques, on constate une diminution de leur absorption, de l'absorption intestinale de ces diurétiques. On constate également qu'ils ont, au niveau de qui rentrent en compétition au niveau du tubule proximal avec d'autres anions organiques et donc qui sont moins sécrétés du fait de l'insuffisance rénale, qu'elle soit fonctionnelle ou organique. Donc il y a moins de diurétiques qui arrivent
au pôle luminal de la branche ascendante, donc il y a moins d'efficacité et moins de possibilités d'inhiber la réabsorption du sodium, du potassium et du chlore à cet endroit-là. Et puis, enfin, on assiste progressivement à une annulation de l'effet de ces diurétiques du fait du développement d'une hypertrophie compensatrice au niveau du tubule distal, sur lequel je reviens dans un instant. Alors, naturellement, si vous avez moins de diurétiques qui arrivent au niveau de la branche large ascendante, il y a moins d'inhibition de la réabsorption du sodium à ce niveau-là. Et puis, en aval, si vous avez moins de sodium qui arrive au niveau du tube collecteur cortical, là où agit l'aldostérone, eh bien, vous avez moins de sécrétion de potassium, il y a peu de réabsorption de sodium, il y a moins de sécrétion de potassium, et donc vous avez un risque d'hypercalémie. Donc, le dernier point dans la résistance aux diurétiques, et le dernier petit message de cette diapositive, c'est que les diurétiques de Lenz, quand vous les donnez per os, c'est notamment pour le furosémide, c'est des molécules qui ont une demi-vie d'environ 6 à 8 heures. Donc, très souvent, les cardiologues le donnent une fois par jour, et donc en une fois par jour, vous avez un effet natriurétique qui va de 8 heures à midi, voire à 14 heures, et dans le reste du nictémère, vous avez des phénomènes de compensation qui se mettent en place, notamment le système rénine, angiotensine, aldostérone, etc., vont participer à une augmentation de la réabsorption du sodium qui va complètement annuler l'effet initial du diurétique de Lenz. Donc le message, c'est qu'il faut les prescrire en 2 ou 3 fois par jour quand on les utilise per os. Alors donc, la stratégie d'ajouter des diurétiques thiazidiques repose sur la constatation que les patients qui sont traités de façon prolongée par des diurétiques de Lenz, en fait, vont avoir progressivement une diminution de l'efficacité de ces diurétiques de Lenz du fait de l'augmentation de la réabsorption du sodium au niveau du tube distal. Et vous voyez ici, alors j'ai pas de flèche, oui, bon, vous voyez ici en fait cette cellule tubulaire distale, on va dire normale, et en dessous une cellule de tube distal, en fait c'est un rat, mais bon c'est pas grave, c'est pareil chez l'homme, qui a une nette augmentation de sa taille avec un développement important du nombre de mitochondries qui sont en fait génératrices en fait d'ATP et qui traduisent en fait l'augmentation de l'activité de la NAC-ATPase et donc de la réabsorption du sodium. Et donc pour contourner ce problème, eh bien, l'idée c'est de rajouter un diurétique thiazidique, et ce diurétique thiazidique va permettre, en inhibant la réabsorption du sodium en aval de la branche large ascendante, de restaurer l'efficacité des diurétiques de Lenz. Donc à l'arrivée, les recommandations, c'est d'utiliser l'hydrochlorothiazide, 25 à 50 mg par jour. Au-delà de 100 mg, on est de toute façon à une dose plateau et ça ne sert à rien d'augmenter la posologie de l'hydrochlorothiazide. Éventuellement les anti-aldostérones en surveillant la calémie tant que le DFG est supérieur à 30-40 ml par minute. Et je vous rappelle que la réponse peut être explosive, à savoir qu'un patient qui jusqu'alors ne répondait pas à 250 mg x 2 de furosémide, vous lui rajoutez 50 mg d'hydrochlorothiazide, il peut avoir une diurèse très abondante dans les jours qui suivent, et si vous ne lui dites pas de se peser, ou si vous n'initiez pas cette stratégie à l'hôpital, eh bien vous risquez de le retrouver lyophilisé 15 jours après, donc en grande hypotension, déshydraté, et vous n'avez plus qu'à le remplir. Donc j'en viens à la dernière partie, place de l'ultrafiltration. Je reviens au petit cas clinique. Alors le patient est aux soins intensifs, il est arrivé à J8. Il a finalement bénéficié d'une stratégie pharmacologique, à savoir qu'il a eu 1 g de furosémide par jour, de l'Isidrex à 50 mg par jour, toujours de l'aldactone. Il a une diurèse de 1250 ml par jour, mais vous voyez que ce n'est pas terrible avec une natriurèse à 15 mmol par litre. Voilà. A été poursuivi le ramipril, la dobutamine est finalement arrêtée, la natrémie commence à chuter, et sa créate est à 173 micromoles par litre. Voilà. Donc, elle a une diurèse, elle ne perd pas vraiment beaucoup de poids, bon, si un petit peu, elle en a perdu 80-75 kg, mais elle est toujours nettement au-dessus de son poids sec, elle a toujours un certain nombre d'émateux, une natriurèse plutôt faible. Alors, question, j'arrête le thiazidique compte tenu de l'hyponatrémie? Oui, non?
plutôt oui, plutôt non. Alors, je vois des non. Bon, ok. J'arrête le bloqueur du SRA compte tenu de la pression artérielle. Donc moi je l'ai arrêté depuis un certain temps, mais bon. Je propose une épuration extra-rénale conversionnelle intermittente. Ah, on est dans le sujet de... Oui, non. Qui dialyse le patient? Oui, quand même. Ok. Je propose une ultrafiltration isolée. Personne? Ok. Oui, dans le fond. Si, quand même, là. Ah, voilà. Je considère que l'efficacité obtenue est suffisante et qu'une opération n'apportera pas de bénéfice à long terme. C'est bon. Ouais, le dossier progressif, là. Ok. Alors, bon, là, je n'ai pas mis la réponse parce que, pour moi, franchement, là, depuis un certain temps, bon, pour être tout à fait franc, c'est pas un cas clinique de chez nous. C'est pour ça que je suis assez à l'aise pour... non, pas pour le critiquer, mais pour dire que voilà, j'aurais arrêté depuis un certain temps l'IEC, etc. Bon. Et donc, oui, alors je réponds pas parce qu'en fait, clairement, cette malade, enfin à mon sens, elle a vraiment besoin d'être ultra filtrée. Voire peut-être plus, parce que si vous reprenez un petit peu ce qu'on vient de dire, sur le plan de l'hémodynamique, c'est la malade de tout à l'heure. Oui, elle a une pression de perfusion rénale, mais dans les chaussettes. Voilà, elle a les jugulaires turgescentes, elle a une pression artérielle moyenne qui est vraiment basse, des pressions droites élevées, donc voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à espérer tant qu'on ne la déplaide pas. Et la deuxième chose aussi que je soumets à votre sagacité, c'est qu'elle a une créatinine à 180 micromoles par litre. Ok, mais quand elle pesait 82 kg, elle avait 17 kg d'œdème. Voilà. Et donc, je vous passe le petit calcul, mais si on se souvient que la créatine, son volume de distribution, c'est en gros le volume extracellulaire, en fait, si on prenait sa créatininémie alors qu'elle était sèche, cette patiente, c'est pas 180 qu'elle a, si vous retirez les œdèmes, elle a 414. 414 micromoles à 84 ans, c'est beaucoup. Donc ceux qu'on dit je la dialyserai, etc., ils n'ont pas totalement tort. Hein. Voilà. Elle ne les fait pas, hein, 84. Elle ne les fait pas. J'ai vraiment. T'as pas vu la tête que j'ai masquée. Je peux te dire qu'elle les fait vraiment. Et alors, la durée de séjour, dernier point, parce qu'on dit oui, mais l'ultrafiltration, tout ça, c'est coûteux, etc. et tout, mais à l'arrivée, elle est depuis 6 jours en soins intensifs, et elle a perdu que 7 kilos, il en reste 10 à perdre. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, c'est vrai que les néphrologues peuvent rentrer en action avec les techniques qu'ils possèdent et qu'ils savent mettre en œuvre. Et puis en plus, elle a une natrémie à 129, à 84 ans, c'est pas bon non plus pour ça. Donc la solution, c'est super néphrologue, voilà. Donc l'ultrafiltration, qui est en fait une technique proposée dans le syndrome cardio-rénal depuis très longtemps, qui est adoptée par certaines équipes, d'autres sont un peu plus réticentes, ça dépend si vous êtes à proximité ou non d'un service de cardiologie, qui vous sollicite ou pas. Je vous livre cette étude là, qui est vraiment ancienne et qui résume bien la situation. Ils ont pris 32 patients insuffisants cardiaques et puis ils leur ont appliqué une UF de 500 ml par heure, bon, ce qui est quand même pas mal, et jusqu'à ce qu'ils obtiennent une baisse de la pression dans l'oreillette droite de 50%. Donc les malades, dans le même temps, avaient une soin de Gans, donc on surveillait leur pression de remplissage. Et donc vous voyez que les malades qui ont le mieux réagi à l'ultrafiltration, c'était ceux qui étaient le plus anuriques ou oliguriques avant l'ultrafiltration. Donc vous voyez qu'après l'ultrafiltration, ils ont repris une diurèse. Donc globalement, ce qu'il faut voir dans ce travail, c'est que sur les 10 patients qui ont amélioré leur diurèse après l'ultrafiltration, on s'est attaché à leur maintenir une pression artérielle moyenne constante. Et donc pour ça, il faut faire plutôt de l'UF lente. On s'est attaché donc à les dépléter, ce qui a permis une baisse des pressions droites, notamment de la pression dans l'artère pulmonaire, de la pression dans l'oreille droite, vous voyez, qui a diminué par 2, et du coup, comme la pression artérielle moyenne était restée constante, et que la pression dans l'oreille droite a été divisée par 2, eh bien, la pression de perfusion rénale a augmenté, et ces patients, avec 3 litres d'UF, ont une diurèse qui a repris. Alors très rapidement, parce que là, je retourne, diurétique versus ultrafiltration,
les diurétiques, c'est des urines hypotoniques, il y a des anomalies électrolytiques qui sont engendrées par l'utilisation de diurétiques à forte dose, ils majorent l'insuffisance rénale fonctionnelle, il y a une activation neuro-hormonale importante, et tout ceci, eh bien, on ne le retrouve pas avec l'ultrafiltration, et surtout, je vous rappelle que finalement, avec des diurétiques, ce que vous obtenez au maximum, c'est une soustraction de 100 millimoles par litre. Avec l'ultrafiltrat, c'est 150 millimoles de sodium par litre. Donc vous êtes de toute façon toujours plus efficace. Alors, une étude, enfin il y a eu deux études importantes dont il faut connaître le nom, mais je vais passer rapidement. C'est l'étude Unload et l'étude CARES, qui sont deux études qui ont été publiées ces dernières années et qui ont comparé en fait un traitement pharmacologique versus l'ultrafiltration. Donc dans l'étude Unload, c'était des patients à insuffisance cardiaque chronique, en grande inflation hydrosodée, avec une créatininémie qui était inférieure à 220 micromoles par litre. On a comparé UF versus diurétique de Lens en IV, et puis les objectifs principaux, c'était la variation de la créatininémie, la perte de poids et symptômes. Donc ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que, bien évidemment, on a été plus efficace sur la perte de poids dans le bras ultrafiltration, mais qu'à l'arrivée, il n'y a pas eu de différence sur les variations de la créatininémie. Il y avait plus d'hypocalémie dans le groupe diurétique, il n'y avait pas de différence sur la mortalité M3. Donc là, il y a eu débat sur l'intérêt systématique de l'ultrafiltration, en tout cas sur cette typologie de patients. Et rapidement, l'étude CARES. En fait, l'étude CARES, c'est une étude très récente, publiée dans New England, et qui s'est intéressée à des patients qui étaient en fait en insuffisance cardiaque aiguë, la plupart syndrome coronarien aigu, ce genre de malade qu'on ne prend pas nous en charge en néphrologie, et qui avaient des signes de congestion. Et donc ils ont comparé le diurétique de Lens avec les thiazidiques versus l'ultrafiltration. Et vous voyez que sur la créatininémie, en fait, il n'y avait pas de différence significative dans les 48 heures, ce qui était le critère principal, et il n'y avait pas vraiment de différence significative sur le poids. En fait, c'est une très mauvaise étude, bien qu'elle soit dans le New England, parce qu'en fait, on se rend compte que les malades ont bénéficié de l'ultrafiltration, notamment alors qu'à l'admission, ils avaient encore des diurèses de plus de 2 litres par jour, et c'est vraiment pas des malades que nous, on a envie d'ultrafiltrer. Alors j'ai dit qu'il fallait aller lentement pour ultrafiltrer ces patients. Tout à l'heure, c'était 500 ml par heure. En fait, la recommandation, c'est plutôt d'être à 200 ml par heure, c'est-à-dire à 3 ml par minute pour éviter les épisodes d'hypotension. Donc les indications pratiques de l'UF, je vous les laisse les lire parce que je les ai mis dans le topo. Et puis, je termine en disant que ces patients peuvent être en charge sur un mode aigu dans les services de soins intensifs avec des séances d'ultrafiltration, mais également ils peuvent être pris en charge sur un mode chronique et être mis en dialyse péritonéale, alors qu'ils n'ont pas d'indication néphrologique à la dialyse, mais juste à une soustraction régulière, journalière, ou voire 3 poches par semaine, qui leur permet d'améliorer leur qualité de vie et d'éviter les grands épisodes de décompensation cardiaque. Dernière plaque avec un petit mot sur les Vaptans. Donc les Vaptans, qui sont les inhibiteurs du récepteur V2 de l'hormone antidiurétique, qui a priori devaient avoir une place importante dans le syndrome cardio-rénal chez des malades hyponatrémiques. Et en fait, cette étude, l'étude Everest, a montré qu'en fait, il n'y avait pas de bénéfice à utiliser les Vaptans chez les malades en hyponatrémie et insuffisance cardiaque. Raison pour laquelle ils n'ont pas eu l'AMN, en tout cas en France, pour corriger l'hyponatrémie des insuffisants cardiaques, alors que probablement cette molécule a vraiment un intérêt. Je pense que l'étude a été mal menée, et notamment il y avait des malades qui avaient des typologies très différentes dans l'étude d'Everest, et qu'elle serait sûrement à réexaminer. En conclusion, voilà, j'espère vous avoir convaincu que la physiopathologie était importante à connaître pour les néphrologues, que l'insuffisance rénale aggravait le pronostic des malades insuffisants cardiaques, utiliser les diurétiques de Lens en les titrant progressivement vers les doses maximales, ajouter les diurétiques thiazidiques, éventuellement les anti-aldostérone, et surtout le grand message, c'est que l'ultrafiltration est requise pour passer un cap chez les malades qui ont un projet thérapeutique, par exemple la greffe cardiaque, et notamment en termes d'espérance de vie. Et enfin, il y a probablement des traitements émergents qui sont en train de sortir, qui vont éventuellement améliorer
les possibilités de traitement du syndrome cardio-rénal, mais ils ne sont pour le moment pas encore validés. Voilà, je vous remercie. Bon, une ou deux questions. Là, vous êtes assommés. Bon, on en a posé pas mal sur la science rénale fonctionnelle tout à l'heure, puis on a discuté avec le cas clinique. Donc, ce que je vous propose, c'est que qu'on se lance maintenant dans l'évaluation. Évaluation, alors, vous avez normalement un questionnaire qui comporte 4 ou 5 pages et une feuille pour les réponses. Donc sur la feuille pour les réponses, n'oubliez pas de mettre votre nom et votre ville. Très important, la ville. Voilà. Voilà. Et alors je vous rassure, ces documents ne sont pas gardés dans un coffre-fort secret du QN et ne vous seront pas opposés dans quelques années. Voilà. Ça ne vous suivra pas toute votre carrière. Ils sont détruits. Demain. Pas ce soir, demain. Voilà. Et dernier point, en ce qui concerne les questions, j'ai juste une petite précision à dire. Voilà. Donc pour la question 3 et la question 4, il s'agit du SHU. Hein. Concernant le SH, le SHU, une ou plusieurs affirmations et ou sont vraies. La question 4, alors là, il ne s'est même pas marqué, c'est une ou plusieurs affirmations et ou sont vraies concernant le SHU.